Il y a 2 ans, je discutais avec Sadhguru et je lui ai demandé, on sait tous que l'anesthésie fonctionne, mais on ne sait vraiment pas comment elle fonctionne. Pouvez-vous nous éclairer là-dessus? Et il m'a parlé brièvement, et puis il a dit que l'anesthésie, corrigez-moi si je me trompe Sadhguru, parce que parfois je peux me tromper, en particulier si je vous cite, l'anesthésie ne peut pas toucher la conscience, elle peut seulement retirer la mémoire. J'ai été sidéré par cette réponse parce que ce n'est pas comme ça qu'on pense à la conscience, et je me suis dit que pendant plusieurs jours, j'ai passé des nuits blanches en me disant peut-être qu'il est temps de redéfinir le mot conscience lui-même. Et après avoir participé à plusieurs programmes avec lui, je pense que j'ai eu quelques aperçus ici et là du fait qu'il y a bien plus que ce qu'on sait. C'est comme ça que ça a commencé et donc Emery, c'est vous qui avez beaucoup travaillé là-dessus, donc vous pouvez probablement commencer par nous dire ce qu'on sait aujourd'hui sur la façon dont l'anesthésie cause une perte de conscience. Ok, je vais commencer. Et donc une fois de plus, c'est un plaisir de participer à cet échange avec Sadhguru et Nicole. Donc comment est-ce que l'anesthésie fonctionne? À vrai dire, combien de personnes ici ont reçu une anesthésie? Oh, super sujet, n'est-ce pas? Oui, oui. Beaucoup de clients. Beaucoup de clients, exactement. Oui, oui, fantastique. Donc, que vous est-il arrivé? Vous savez, certaines personnes disent qu'on débranche le cerveau ou vous savez, on vous rend inconscient, on vous met dans le coma. Mais je pense que on a essayé de vraiment comprendre ce qui se passe et on a fait ça en faisant un certain nombre d'études chez les humains et chez les animaux. Donc, je vais juste vous faire un petit topo rapide sur la question. Quand tu reçois des anesthésiques ou quand ils te sont donnés par les anesthésistes, le cerveau n'est pas éteint. Ce n'est pas comme si tout à coup on appuyait sur un bouton. Si tu regardes ce qui arrive au cerveau, il est en fait dans un état très dynamique. Les circuits cérébraux oscillent, ils créent des ondes. Et pour vous donner une idée de la chose, si vous regardez mes mains comme ça, et qu'elles oscillent, c'est comme ça que votre cerveau fonctionne dans un état normal de, pardonnez-moi, conscience, n'est-ce pas? D'accord? Si je comprends bien à ma petite échelle limitée, d'accord? Mais ensuite, ce qui se passe, c'est que les anesthésiques prennent le contrôle des circuits, et maintenant les circuits oscillent comme ça, et tant que tu maintiens les anesthésiques, c'est cela qu'ils font. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si cette zone du cerveau communiquait avec cette zone du cerveau pour que tu puisses être conscient, elle ne peut plus le faire. Quand tu arrêtes les anesthésiques, le cerveau revient. Tant que tu maintiens les anesthésiques, il fait ça, ça crée ces oscillations. C'est très similaire à cette vidéo YouTube que certains d'entre vous ont vue, j'en suis sûr, où il y a un pont à Tacoma, Washington, je ne sais pas si vous l'avez vu, le pont à Tacoma, et tout à coup, il se met à osciller de façon parfaitement sinusoïdale comme ça, et aucun véhicule ne peut traverser le pont. C'est la même chose qui a lieu sous anesthésie. Et ce qui se passe, c'est que ces oscillations, comme elles sont si fortes, elles prennent le contrôle du cerveau, elles ne sont pas naturelles. Et une des choses que Bala a mentionné, c'est qu'après l'anesthésie, souvent, nos cerveaux ne fonctionnent plus comme ils fonctionnaient avant. Donc maintenant, tu peux voir si tu as été dans ce genre d'état pendant 4 heures, 6 heures, 8 heures. Et vous savez, j'ai moi-même reçu ma carte senior il y a environ 12 ans, donc je suis dans cette catégorie aussi, ok? Vous savez, ça permet de comprendre pourquoi ton cerveau ne fonctionne pas toujours, d'accord? Et en gros, c'est tout. Et ce qui est bien dans ce que je vous dis, c'est que en tant qu'anesthésiste, on peut observer cet état. On peut le voir sur l'électroencéphalogramme des patients en salle d'opération et on peut l'utiliser pour modifier la façon dont on administre nos médicaments. C'est l'implication pratique de cela. Et l'autre implication pratique, c'est que si on prend l'anesthésie au sérieux, autrement dit, si on ne dit pas « on te donne juste des anesthésiques, tu pars et tu reviens », si on la prend au sérieux et qu'on l'étudie, alors on peut commencer à interagir avec nos collègues neurologues et faire des liens entre les problèmes sur lesquels ils travaillent. On peut concrètement commencer à en discuter avec, vous savez, des individus éminents comme Sadhguru qui peuvent nous aider à comprendre ce qu'on fait vraiment à un niveau plus profond. Mais si on ne prend pas ce qu'on fait au sérieux, en ce qui concerne ce qui se passe dans le cerveau, on ne peut pas le faire.
Et c'est pour ça que j'aime l'idée qu'on essaie de faire avancer la recherche maintenant pour, en d'autres termes, utiliser l'anesthésie, l'étude de l'anesthésie pour nous aider à nous connecter avec certaines de ces idées plus profondes sur le cerveau, le mental et aussi la conscience. Avez-vous des réflexions là-dessus? Ce sur quoi on travaille en tant que neurologue, ou ce sur quoi je travaille, est très lié et très connecté, dans le sens où on essaie de comprendre comment les patients qui perdent conscience à la suite d'une lésion cérébrale structurelle, d'un arrêt cardiaque ou d'un autre problème, peuvent rétablir le processus d'un état conscient dans un cerveau lésé, et quelles sont les règles de cette récupération et comment elle peut avoir lieu et quelles sont ses limites, à quelle étape les gens se retrouvent bloqués et comment on peut les aider. Et il s'avère qu'il y a beaucoup de, vous savez, variations. Sadhguru. Namaskaram. Dr Brown et Dr Schiff, des médecins très compétents dans leurs domaines respectifs, mais je suis complètement inéduqué. Donc, parce que pour moi, ma seule façon de savoir ce que je sais, c'est ma propre expérience. Donc, mon langage et ma façon de m'exprimer pourraient être un peu abrasifs. Ou, si ça semble abrasif, veuillez me pardonner, parce que je suis presque illettré, ok? Donc, tout d'abord, la nature du langage que l'on parle, je parle de l'anglais. Cette langue est très bonne pour décrire et définir les choses externes, mais très limitée en ce qui concerne les dimensions internes des nombreux aspects de qui nous sommes. Donc, si on doit utiliser la terminologie du yoga pour ça, ce que vous appelez conscience est appelé Jagruti, c'est-à-dire l'état de veille. On ne considère pas que l'état de veille est la conscience. L'état de veille est l'état du corps. L'état de veille est l'état du mental. L'état de veille est l'état des bioénergies en nous. Mais ce n'est pas la conscience. Ce que vous considérez comme le corps physique, eh bien, une chose que je voudrais clarifier, c'est que on ne voit pas le cerveau comme un aspect très significatif. Parce que on considère que l'intelligence est présente dans tout le système. En général, dans la perspective de la plupart des gens, je crois, ce qui est considéré comme le mental, c'est une combinaison de mémoire et d'intelligence. Est-ce bien cela? Si tu pars de cette définition, c'est un fait que chaque cellule de notre corps porte des millions de fois plus de mémoire que l'ensemble du cerveau ne peut en contenir. Parce que ces cellules dans le corps se souviennent même de ce qui s'est passé il y a 1 million d'années. Elles se souviennent du teint de peau de vos ancêtres d'il y a 1 million d'années. Rien n'a changé. Elles ne sont jamais désorientées. Donc, ce que votre cerveau peut stocker sous forme de mémoire consciente, comparé à ce que chaque cellule ou chaque ADN contient, c'est phénoménalement plus. Et les processus chimiques qui ont lieu dans chaque cellule sont bien plus complexes que ce que vous pouvez imaginer avec votre cerveau tout entier. Donc, à la fois en termes d'intelligence et de mémoire, il y a une bien plus grande répartition. Je pense que toute cette focalisation sur le cerveau est apparue principalement parce que, quelque part, probablement au moment de la pré-Renaissance, on est parti là-dedans parce que cette région, principalement on parle de l'Europe, qui était extrêmement dominée par des systèmes de croyances très dogmatiques, quand les gens ont dépassé cela, personne n'était censé penser par soi-même, tout était déjà dit et fait. Quand les gens ont dépassé cela et ont commencé à penser par eux-mêmes, penser un peu librement est apparu comme une libération absolue pour ces gens.
Et je pense que cette séquelle persiste dans nos systèmes éducatifs, dans nos sciences médicales, dans la manière même dont on aborde les sciences fondamentales. Cette séquelle, que la pensée est tout, influence très profondément notre structure sociale et nos modes d'exploration. Dans les sciences du yoga, on n'attache aucune importance à vos pensées. Quoi que vous pensiez, c'est sans conséquence pour moi. C'est pour ça que, quoi que les gens disent, on ne les écoute pas. On les ressent juste. On les ressent juste. Quelle est leur chimie, quelle est leur... Comment ils sont en ce moment? Je me fiche de ce qu'ils disent. C'est comme ça que... Peut-être que c'est un problème évolutif que j'ai, parce que j'ai été dans la jungle tout seul et j'ai vu que la plupart des créatures te jugent juste comme ça. Vous savez, je crois qu'ils ont montré une photo de moi manipulant un cobra royal. J'ai été très étroitement impliqué avec toutes sortes de créatures, particulièrement les cobras et tout ça. Ils ont une perception très fine de notre chimie. Tu peux juste aller dans la nature et simplement ramasser un cobra. Comme vous l'avez vu, je ne le tiens pas par la tête, ce n'est pas un cobra domestique, c'est un cobra royal. S'il te mord, il ne te donne pas plus de 20 à 40 minutes avant d'être fini. Mais je le ramasse juste comme ça, il ne va rien faire parce qu'il ressent ma chimie. Si je m'agite un petit peu, il va m'attaquer. Si je suis juste OK, ça lui va. Donc, on n'accorde aucune importance à la pensée, parce que la pensée est un recyclage des données qu'on a déjà rassemblées. Aucune pensée absolument fraîche ne peut apparaître, des permutations et combinaisons des données qu'on a déjà. En ce moment, beaucoup de gens viennent me voir très craintifs et disent « Sadhguru, cette intelligence artificielle arrive, s'ils arrivent, ils vont prendre le contrôle du monde. » J'ai dit « S'ils prennent le contrôle et gèrent le fichu truc, vous êtes en vacances, n'est-ce pas ?» Mais c'est un fait que tout ce qu'on peut accumuler sous la forme d'informations, analyser et exprimer et utiliser de nombreuses façons, toutes ces choses, les machines le feront mieux que nous dans les 10 à 15 prochaines années. Tout ce qui est basé sur les données, les machines vont le faire bien mieux que nous. Donc, il y a cette peur. Je pense que c'est un très bon moment. C'est le moment où on doit explorer une intelligence au-delà de l'intellect. Comme on est devenu extrêmement intellectuel, on a adopté une approche extrêmement cérébrale de tout. Comme vous l'avez dit à juste titre, rien n'est vraiment éteint, on a juste rompu la communication. Après tout, le but, c'est de traverser quelque chose qui est en général extrêmement douloureux, sans douleur. C'est comme ça que toute la science anesthésique est apparue. Donc, tu romps juste la communication et ça n'a pas lieu, ça remplit cet objectif. Donc, être réveillé et être conscient sont deux choses différentes. C'est OK si je prends quelques minutes? C'est décrit comme ça. Pour l'état de veille, on a un mot, Jagruti. Jagruti veut dire que tu es réveillé. Si 10 personnes, disons qu'on prend un échantillon de 10 personnes, elles s'endorment toutes, ne le faites pas, OK? Elles s'endorment toutes et elles se réveillent. Quand elles se réveillent, toutes ne seront pas également réveillées. Une personne peut être instantanément réveillée, une autre personne prend peut-être 2 minutes, comme vous l'avez aussi remarqué dans le cas de l'anesthésie. Une autre personne va mettre 1 heure pour se réveiller, une autre personne a besoin d'un café fort, autrement elle ne va pas se réveiller, n'est-ce pas? C'est comme ça, il y a aussi différents niveaux de veille. Les professeurs ont dû le remarquer. En fait, les premières minutes de la journée peuvent être comme ça. Différents niveaux de veille dans une salle de classe. Donc ça, c'est Jagruti. Donc on appelle conscience l'état de veille. Non. La dimension suivante de la conscience s'appelle Swapna, c'est-à-dire un état de rêve. Un état de rêve est bien plus vivant que l'état de veille, pour la plupart des êtres humains. C'est comme aller au cinéma. Si tu vas au cinéma, le facteur clé
de l'impact du cinéma sur toi, c'est qu'on éteint les lumières. C'est quelque chose que la plupart des gens ne comprennent pas. Si tu n'éteins pas la lumière, le film ne sera pas bon, peu importe à quel point il est bien fait. Regardez le film avec les lumières allumées, vous verrez, un grand film est réduit à rien. Donc, éteindre les lumières est important. Donc, éteindre les lumières dans notre expérience, ce sont les paupières. Tu baisses les volets, le monde est éteint. Maintenant, tu commences ton propre monde. Donc, l'état de rêve est comme le cinéma, ça a bien plus d'impact. Les gens aiment leurs stars de cinéma, plus que les gens avec qui ils vivent depuis 25 ans. Mais ils ne les ont même pas vus. Tout ce qu'ils ont vu, c'est un jeu de son et lumière. Mais cela a bien plus d'impact simplement parce que les lumières sont éteintes. Donc, les paupières, c'est ça. Si tu les fermes, les lumières doivent être éteintes. Le monde doit être fermé. Mais en ce moment, le problème, c'est que cette faculté mentale n'a pas été prise en charge, donc elle part dans tous les sens, tout le temps, avec les yeux fermés. Donc, cet état de rêve est considéré comme un état plus puissant que Jagruti. Jagruti, ou l'état de veille, est important pour effectuer des actions dans le monde. Mais pour la conscience humaine, en termes de profondeur d'expérience, le rêve est toujours plus profond que marcher dans la rue. Oui, la plupart d'entre vous ont vécu ça. L'état suivant s'appelle Sushupti. Sushupti veut dire que c'est un état sans rêve. Mais il y a des dimensions de conscience dont tu es conscient. C'est un état de sommeil totalement sans rêve, mais tu es conscient. Il n'y a pas d'image, il n'y a pas de vidéo qui tourne dans ton mental, il n'y a pas d'image, il n'y a pas de gens, il n'y a pas de mots, mais tu es conscient dans ton sommeil. Cela est un état très puissant. Si tu veux vraiment manifester quelque chose dans ta vie, c'est quelque chose à explorer. Et le suivant s'appelle Turiya. C'est cela la conscience. Aucune mémoire n'est impliquée d'aucune sorte. Essentiellement, dans les sciences du yoga, on considère la conscience comme une intelligence au-delà de la mémoire. S'il y a de la mémoire est considérée comme une frontière, dans le sens où ça c'est une personne, ça c'est une autre personne, simplement parce que ceci incarne un type de mémoire et cela incarne un autre type de mémoire. Ceci est devenu un type de personne, cela est devenu un autre type de personne. Essentiellement, c'est dans la mémoire. La mémoire n'est pas juste ce dont je me souviens et ce dont tu te souviens. Il y a la mémoire génétique, il y a la mémoire évolutionnaire, il y a la mémoire élémentaire, il y a la mémoire atomique, il y a la mémoire karmique. Il y a des mémoires inarticulées et articulées. Mais en général, ce qu'on pense, c'est que la mémoire, c'est ce dont consciemment on peut se souvenir. Mais aujourd'hui, si on mange de la nourriture pour chiens, on ne va pas devenir des chiens. Quelque chose en nous se souvient. Peu importe ce que tu manges, ceci doit être transformé qu'en un être humain. Peu importe ce que tu manges. Si toi et une vache mangez une mangue tous les jours, il n'y aura pas de fusion. Une mémoire parfaite est établie. La mémoire évolutionnaire est absolue. Donc, ces différentes dimensions de mémoire jouent quotidiennement. Les gens pensent que leurs pensées sont libres. C'est une blague, parce que votre mémoire détermine tout. Donc, généralement, en un seul mot, on appelle ça le karma. Karma veut dire l'impact résiduel de toute la mémoire que tu as. Comment ça impacte chaque pensée, chaque émotion, chaque action, la façon même dont tu te tiens assis et debout. Voyez, si vous voyez quelqu'un marcher au loin, disons à 500 mètres, vous voyez quelqu'un marcher, si c'est ton ami, rien qu'à sa façon de bouger son corps, tu dis « Oh, c'est lui ». Il y a plus de 7 milliards de personnes, mais cet homme-là marche de façon unique. D'accord ? On marche sur seulement 2 jambes, tout le monde marche, et pourtant, c'est vraiment unique. Donc c'est cela qu'on appelle le karma, l'impact résiduel de la mémoire, diverses formes de mémoire. On considère que la mémoire a 8 formes fondamentales qui déterminent comment tu es en ce moment. La façon même dont tu t'assois, tu te tiens debout, respires, comprends, perçois la vie est déterminée par cette mémoire. Mais il y a une intelligence au-delà de la mémoire qu'on appelle Turiya ou Chitta. C'est ça la conscience. Maintenant, chacun de nous est conscient. La question, c'est juste à quel degré.
Même une pierre est consciente, un chien est conscient, un cochon est conscient. La seule question, c'est le degré. À quel point est-on conscient? Même parmi nous, notre niveau de conscience diffère d'une personne à l'autre. Donc, ce degré de conscience détermine tout. Maintenant, si l'on devait trouver une analogie, à quoi ressemble la mémoire? Je suis sûr que chacun d'entre nous, à un moment ou à un autre de notre vie, je ne sais pas si vous le faites encore, on a fait des bulles de savon, n'est-ce pas? Allô? Eh, tout le monde a levé la main pour l'anesthésie. Donc, quand tu fais une bulle de savon, la partie savon est toute petite, juste une minuscule goutte. La grande partie, c'est l'air qu'elle capture. Donc, une bulle grande comment? Quand vous étiez enfant, qui pouvait faire la plus grosse bulle était très important. Et c'est une certaine technique pour bien s'y prendre. Quelqu'un fait une bulle grosse comme ça, un autre n'obtient que ça. Donc, quelle taille de bulle? Cette bulle est comme ça, le genre de savon et comment il se structure est votre mémoire. Sa forme, ça lui donne une forme. Mais quand la mémoire éclate, il n'y a pas ton air et mon air. Il n'y a pas ta conscience et ma conscience. Il y a ce qu'on appelle ton corps et mon corps. Il y a ce qu'on appelle ta mémoire et ma mémoire. Il y a ce qu'on appelle ton intellect et mon intellect. Mais il n'y a pas ta conscience et ma conscience. Combien vous en avez capturé? Quelle taille fait votre bulle va déterminer l'échelle de votre vie. L'échelle et les possibilités de votre vie sont déterminées par la taille de la bulle que vous avez faite. Okay.